Merci beaucoup pour votre présence pour cette toute dernière conférence du Paris Coffee Show 2023. J'espère que vous avez vu des jolies choses sur les stands et dans les différentes conférences qui vous ont été proposées. Nous sommes en direct sur la chaîne YouTube du Collectif Café. Nous allons, pour clôturer ce cycle de conférences, parler du parcours d'ouverture de coffee shop et de torréfaction artisanale. Et j'ai la chance de partager la scène aujourd'hui avec Marie-Hélène Kennedy, Anne Schwedzoff et Philippe Foutel qui nous rejoindra tout à l'heure et à l'occasion je le présenterai. Je suis Séverine Pertaïs-Rosset, je suis la fondatrice de Mon Petit Business. C'est un organisme de formation dédié aux porteurs de projets en lien avec les métiers du café, donc torréfaction artisanale ou bien coffee shop. Nous allons démarrer cette conférence par les présentations. Vous avez ici Marie-Hélène Kennedy, qui est la secrétaire du collectif Café, mais aussi une grande experte du café, formatrice et consultante en création d'entreprise, qui nous présentera le parcours de création en France. Nous aurons le plaisir d'avoir le témoignage d'Anne Schwedzoff. C'est bien. Anne, on va juste dire Anne, qui est la créatrice d'un atelier de torréfaction qui s'appelle la Torréfacture à Marly-le-Roi. Anne a ouvert il y a quelques mois et elle va nous partager son expérience singulière de création d'entreprise. Et Philippe donc nous rejoindra dans quelques minutes. Alors pour commencer, Marie-Hélène, si tu veux bien, toi qui as l'habitude d'accompagner les parcours de création d'entreprise, est-ce que tu veux bien nous parler en synthèse du parcours de création d'entreprise, enfin de création de coffee shop et d'ateliers de torréfaction en France aujourd'hui? Quelles seraient les grandes étapes selon toi? Merci Séverine. Alors juste déjà, pour avoir un petit sondage rapidement, qui parmi vous veut ouvrir un atelier de torréfaction potentiellement? Ok. Coffee shop? Ok, intéressant. Plus de coffee shop que de torréfaction. Alors, aujourd'hui, déjà, avant de parler du parcours, je te propose de faire un point un peu sur les tendances. Je pense que ça va vous intéresser, tous en porteurs de projet. Les tendances aujourd'hui, on a énormément de torréfaction artisanale. C'est pour ça que vous avez senti mon étonnement quand je vous ai demandé de lever la main. Parce que nous, on a formé là, ces 3 dernières années, d'ailleurs Anne est là pour en témoigner, on a choisi de prendre une torréfactrice parce qu'on a eu énormément d'ouvertures de coffee shop tout de suite après le Covid. Et depuis, on forme beaucoup sur la torréfaction artisanale. Alors, il n'y a pas de mauvais choix. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont 2 métiers totalement différents. Donc, en fait, la question que vous pouvez vous poser, c'est déjà si vous n'êtes pas certain d'ouvrir un coffee shop ou une torréfaction artisanale, ou si vous avez peut-être l'idée d'ouvrir un coffee shop torréfaction artisanale, il faut savoir que ce sont 2 métiers différents. Donc, rapidement, le métier de torréfacteur artisanal, c'est un métier qui va importer du café vert, le recevoir, le torréfier et le vendre. Et le modèle économique va être, soit on va faire de la vente en boutique, comme Anne va nous l'expliquer, en direct, soit on va faire de la vente à des professionnels, comme le CHR, des cafés, des hôtels, des restaurants, soit on fait les deux. Et si on fait les deux, vous imaginez bien la problématique, c'est que vous allez devoir à la fois importer votre café, le torréfier, le vendre, avoir une boutique et le vendre à des pros et les convaincre. Donc ça, c'est déjà rapidement pour vous brosser le métier de torréfacteur. Le métier de patron de coffee shop, c'est quand même un métier plutôt de restaurateur. On est dans la restauration rapide. On parle plutôt... Alors, la différence avec la restauration rapide, c'est que vous allez être sur des heures d'ouverture assez importantes, donc plutôt en continu,
contrairement à la restauration rapide où on va être sur des périodes de la journée très courtes et donc souvent ça va être le déjeuner très rapide. Là sur le coffee shop, on va avoir une plage horaire beaucoup plus importante. Donc on va avoir du coup plus de présence, plus de temps pour faire le chiffre d'affaires, mais du coup beaucoup plus de personnes à payer en présence. Voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer les deux métiers sur lesquels nous on forme, qui sont aujourd'hui qui peuvent être complémentaires. On a des gens qui décident d'ouvrir des coffee shops torréfaction, mais vraiment, il va falloir vous positionner. Alors, comment vous positionner? Nous, c'est ce qu'on appelle la définition du concept. En fait, on va vous faire travailler sur qu'est-ce que vous voulez exactement ouvrir comme établissement. Souvent, vous arrivez avec une idée, j'ai envie d'ouvrir un coffee shop, j'ai envie d'ouvrir une torréfaction artisanale, éventuellement un lieu, et vous avez un peu une idée, enfin quand je dis un lieu, une implantation géographique, et vous vous dites, tiens, voilà, je vais chercher dans tel coin. En fait, vous allez voir que nous, dans le processus d'accompagnement de création, c'est qu'on va vous faire travailler énormément sur qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui vous voulez le vendre, de quelle façon, définir votre cible de clients, définir votre identité, définir votre positionnement, prix. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble de questions qu'il va falloir se poser. Ça, c'est la première étape que souvent les porteurs de projets négligent complètement. Et ils se disent, tiens, j'ai un local. En général, c'est un local qu'ils ont l'impression d'être pas très cher. C'est un local vide. Souvent, moi, j'ai des porteurs de projets qui arrivent, ils disent oh, super, j'ai un local vide, c'est pas cher. Philippe, bienvenue. Et du coup, on se dit tiens, je vais ouvrir mon atelier de torréfaction, mon coffee shop dans ce local. En fait, c'est, je dirais, le plus mauvais cas. En tous les cas, s'il y a peut-être une chose à retenir de cette table ronde, c'est si vous êtes sur le point de signer un local, ne le faites pas. Venez d'abord nous voir et on en discute. Parce que vous allez voir que la recherche du local, c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est vraiment une étape qui n'est pas du tout une des premières étapes qu'on va avoir dans le parcours de créateur. Donc pour synthétiser, le parcours de créateur, c'est quoi? C'est le concept, une étude de marché au niveau local, donc pas une étude de marché théorique. On ne va pas vous faire travailler sur la place du café de spécialité en France aujourd'hui. On va vous faire travailler sur si j'ouvre un coffee shop dans tel endroit ou dans telle région ou dans telle ville ou dans telle rue ou dans tel quartier et que j'ai envie de m'adresser à tel type de clientèle avec telle offre, est-ce que ça va marcher économiquement? Donc c'est ça l'étude de marché, c'est une étude de marché très pragmatique. Et puis l'étape d'après, ça va être le business plan. Et le business plan, c'est ce qui va vous permettre de mettre en chiffres la rentabilité potentielle de votre projet. Ce n'est qu'après avoir fait le business plan que vous allez pouvoir non seulement aller voir le banquier ou le courtier et que vous allez aller chercher un local. La recherche du local, la recherche des financements concrètes va se faire après avoir au moins sur le papier validé votre projet. Et ça, c'est vraiment un ordre qu'on va vous expliquer, sur lequel on va vous accompagner, qui est, je dirais, c'est un peu comme un escape game. Vous allez devoir passer chaque étape et si vous n'avez pas passé cette étape, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va bloquer. Si je puis me permettre, Marie-Hélène, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, à la fois, le local, c'est la conclusion de tout ce travail d'études de concept, études de marché, business plan. Et c'est souvent une chose que les porteurs de projets ont l'impression qu'il faut avoir pour démarrer. Et il y a une seconde chose que les porteurs de projets pensent devoir avoir en se lançant, c'est le statut juridique, bizarrement. Alors que là aussi, le statut juridique, c'est quelque chose qui arrive vraiment à la fin, complètement
Alors absolument, Séverine, le statut juridique, parfois on a aussi des gens qui nous disent bah, « tiens, j'ai créé ma société ». Mais non, pourquoi as-tu créé ta société? Il ne faut surtout pas la créer, la société. Vous la créez en dernier parcours, ça n'a aucun intérêt de créer une structure juridique. Vous allez dépenser de l'argent. Ça va vous coûter, même si ça potentiellement, ça peut ne pas coûter très cher, ça va vous coûter quand même un peu d'argent. Mais surtout, vous allez déclencher tout un tas de réglementations, un comptable, une assemblée générale annuelle, les impôts qui vont commencer à s'intéresser à vous, alors que vous n'avez même pas ouvert. Donc, voyez bien que l'étape de créer sa société, c'est une étape qui va arriver, alors pour le coup, vraiment quasiment au moment de la concrétisation du prêt. Et c'est en fait le banquier qui va vous obliger au moment où vous allez devoir emprunter d'avoir une ébauche de statut. Mais il ne va même pas vous demander d'ailleurs un cabis, hein, il vous le demandera après. Il va vous demander simplement d'avoir imaginé quelle est la structure juridique que vous allez créer. Donc vous voyez, on a le temps. On a le temps d'arriver à ça, on a le temps d'y penser. Deuxième bonne raison de ne pas créer sa société trop tôt, c'est pour ceux qui sont à Pôle emploi. Qui est à Pôle emploi aujourd'hui et qui veut créer? Ben voilà. Surtout, retenez une chose, ne créez pas votre structure. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le mécanisme de Pôle emploi, vous allez avoir des aides et des aides à l'accompagnement et à la création d'entreprises. Or, si vous n'avez pas déclaré votre statut à Pôle emploi en tant que créateur d'entreprise et que vous avez déjà créé votre société, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est vraiment d'abord parler à Pôle emploi, leur expliquer votre projet et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez, en fin de parcours, arriver à la création de la société. Merci pour ce point de vigilance, en effet, sur le Pôle emploi. Je vois un autre point de vigilance autour des contrats mal bouclés qu'on pourrait signer un peu trop tôt dans le parcours de création. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors ça, c'est un peu le retour d'expérience qu'on a en ce moment sur certaines de personnes qu'on accompagne. En fait, il faut comprendre qu'avec le Covid, il y a eu une grosse perturbation sur les approvisionnements. Et vous l'avez, enfin on le sait tous, hein, ce n'est pas un scoop que je vous donne. Mais du coup, quand vous êtes sur des machines, et que vous êtes, par exemple, sur des investissements importants comme des torréfacteurs. Donc, il faut savoir, un torréfacteur, ça coûte, allez, 35 000 €. Hein, sur un torréfacteur, sur des 6, 8, 10 kilos, on va rapidement, pour avoir tout l'équipement de torréfaction complet, c'est un investissement entre 35 000 et 50 000 €. Voyez ? Quand on est sur un équipement machine de coffee shop. Alors, qu'est-ce que j'appelle un équipement machine de coffee shop? En café de spécialité, on va avoir une très belle machine. Par exemple, une Marzocco. Vous avez tous sûrement entendu parler des Marzocco. Oui, oui, en général, quand on s'intéresse un peu au café, ce sont des belles machines professionnelles avec des beaux moulins. Voilà, ce type d'équipement, il n'y a pas que Marzocco, hein, mais ce type d'équipement, c'est des investissements à peu près, là aussi, la machine, le moulin et on va dire ce qui va avec, c'est entre 15 et 20 000 €. Ça prend du temps à le fabriquer. Les fournisseurs et les installateurs de machines, ils n'ont pas un stock de Marzocco qui attend d'être vendu, vous imaginez bien, et ils n'ont pas un stock de torréfacteurs qui attend d'être vendu. Donc, en réalité, quand vous allez passer commande, on va vous annoncer des délais. Le risque aujourd'hui, c'est que vous alliez peut-être choisir des marques qui ne soient pas françaises, pourquoi pas, qui soient européennes, et qui sont, alors, sinon, qui ne sont pas européennes, et du coup, vous allez être dépendant de votre fournisseur. Si vous n'avez pas au départ signé un contrat qui vous engage, vous et lui, à vous livrer dans une durée déterminée,
Si vous n'avez pas, bien entendu, payé la totalité de la machine au moment de la commande. On ne paye pas 100% des machines au moment de la commande. On paye des acomptes. Faites attention à tout ça parce que si vous avez le moindre problème, un retard, une machine défectueuse, que sais-je encore, vous allez vous retrouver, alors je pense surtout en torréfaction. Je pense que de ce côté-là, Anne pourra un petit peu nous en parler, mais il n'y a pas que ça arrive à plein de gens. C'est que si vous avez un retard dans la livraison, il faut vous dire qu'en attendant, sûrement, vous avez déjà votre local. Si vous avez déjà votre local, vous payez déjà votre loyer. Et peut-être même, vous remboursez déjà le crédit qu'on vous a octroyé. Donc, méfiez-vous sur les contrats, sur des sommes importantes, avec des délais importants de livraison. N'hésitez pas à vous faire aider sur des contrats comme ça, voire même accompagné par un avocat. On verra le rôle de l'avocat dans le processus de création. Mais je pense que sur des gros investissements, méfiez-vous, prenez des précautions, signez des contrats sur lesquels il y a des pénalités. Comprenez si en cas de problème, quel tribunal va être compétent. Parce que si vous avez un tribunal en Chine ou je ne sais pas où, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, si vous avez un tribunal en Allemagne ou en Italie qui est compétent, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, toutes ces questions-là, posez-vous la question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... Attention, hein, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller acheter à l'étranger, parce qu'on va voir que dans le métier du café, il y a beaucoup d'équipements qui viennent de l'étranger. Ce n'est pas le problème. C'est plutôt, je dirais, aller chercher le bon installateur ou le bon revendeur. Allez vous poser la question, qui va me vendre la machine? Qui va me l'installer? Qui va me l'entretenir? Et qui va me former? Merci Marie-Hélène. Il y a une typologie de créateurs de coffee shop ou de torréfaction qu'on accompagne et qui ont la chance de se financer en fonds propres. Donc ça signifie qu'ils n'ont pas la nécessité de faire appel à un banquier pour financer le projet. En préparant cette intervention, tu nous as dit quelque chose d'assez pertinent sur l'intérêt de quand même aller confronter son projet à un professionnel dans le processus créatif. Oui, alors c'est vrai que peut-être parmi vous, vous avez des profils qui ont, dans leur malheur, peut-être d'avoir été licenciés ou d'avoir négocié son départ. Donc, vous avez peut-être obtenu des indemnités de licenciement. Et dans le cadre de votre reconversion professionnelle, vous vous dites, bah, tiens, je vais utiliser cette somme d'argent pour ouvrir mon coffee shop ou ma torréfaction artisanale. C'est d'ailleurs moi ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai dit, bah, je vais... Et j'avais potentiellement une somme d'argent suffisamment importante pour quasiment financer tout mon projet. En fait, je précise, excusez-moi, parce que dans la présentation, j'ai pas dit que dans le parcours de Marie-Hélène, elle a elle-même été patronne de coffee shop. Oui, j'ai oublié de le dire aussi. En fait, moi, je suis barista et j'ai créé mon coffee shop que j'ai revendu juste avant le Covid. Et donc, dans le cadre de ce parcours de créateur, mais même aujourd'hui, je le vois, c'est que j'aurais pu faire le choix d'emprunter très peu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir des courtiers, des banquiers et des réseaux qui vous accompagnent à la création, qui viennent finalement jeter un regard sur votre projet. Du coup, vous n'êtes plus seul à vous valider. La difficulté quand vous avez, je dirais, trop d'argent ou en tous les cas suffisamment d'argent pour vous lancer, c'est de se sentir un peu confiant. Se dire, bah tiens, moi j'ai besoin de personne, je ne vais pas aller emprunter, je vais signer et je vais me lancer. Il y a un risque à faire ça. Alors peut-être vous le ferez, mais moi je vous conseille toujours d'aller passer par le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'est une possibilité d'obtenir un prêt à taux zéro. Il y a 2 réseaux en France qui font ça. On a le réseau Initiative France et le réseau Entreprendre.
on recevait la déléguée générale du réseau Initiative France samedi, qui vient prêter aux porteurs de projets une somme d'argent à taux zéro. Et pour obtenir ce prêt à taux zéro, qui est ce qu'on appelle un prêt d'honneur, qui est basé sur l'honneur, qui ne demande pas de garantie, ben vous devez passer devant une commission. Et cette commission, elle va vous challenger, elle va vous poser des questions, elle va vous dire mais c'est quoi votre concept, à qui vous vous adressez. Alors, il ne faut pas avoir peur de ces commissions, hein. C'est pas du tout, on n'est pas en train de passer un grand oral de l'ENA ou je ne sais pas quoi, ou du barreau de Paris. On est tout simplement devant un panel de gens qui sont bénévoles, des anciens banquiers, des anciens des courtiers, des commerçants. Voilà, c'est des gens avec des professions qui ont une certaine connaissance et expertise et qui viennent jeter un regard sur votre projet. Et le fait d'obtenir ce prêt d'honneur vous permet à vous, non seulement d'aller voir le banquier en ayant une force beaucoup plus grande, et Philippe vous expliquera, je pense, l'intérêt du prêt d'honneur, mais surtout aussi, c'est de vous conforter vous-même et de dire, finalement, mon projet, il n'y a pas que moi qui y crois, mais il y a d'autres personnes. Et donc, ce regard d'expert extérieur est aussi une prise de risque moins importante, puisque le but de créer, c'est quand même de gagner de l'argent et surtout de ne pas perdre toutes vos économies. Merci. Alors, ça me fait une transition parfaite pour vous présenter Philippe Foutel qui nous a rejoint. Philippe, tu es courtier en financement professionnel pour Crédit Pro. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire quelques mots sur le métier de courtier? À quoi ça sert un courtier? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors le métier de courtier, c'est un métier qui est un petit peu différent de nos amis banquiers, pardonnez-moi. Moi j'ai eu la chance d'être pendant presque 27 ans de l'autre côté de la barrière. J'étais banquier dans une très grande maison, donc j'ai fait un parcours de banquier, ce qui m'a donné un certain nombre de choses que j'ai pu voir sur le métier du professionnel et qui me servent aujourd'hui dans notre métier de courtier. Le métier de courtier aujourd'hui, c'est un métier sur lequel on prend de la hauteur. Quand on reçoit quelqu'un pour un projet, on l'accompagne depuis le début jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai coutume de dire. Comme le disait très très bien Marie-Hélène, on est là au bout de la chaîne pour que le projet puisse se faire et accompagner le client jusqu'au bout. Donc on est là pour l'aider, l'accompagner, répondre à toutes ses questions, éventuellement déceler s'il y a des petits soucis ou des problèmes en amont. Donc le métier de courtier, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a un vrai vernis et qui est là pour accompagner le client dans son projet. Donc concrètement, un courtier va donner de l'argent ou il va être à l'interface entre le banquier et le projet? Concrètement, il fait quoi? Comment on le paye? Combien ça coûte? Alors concrètement, le métier de courtier, effectivement, on est l'interface entre le client et la banque. On fait signer au client ce qu'on appelle un mandat de recherche qui nous permet d'aller chercher un financement en son nom auprès de tous les établissements bancaires de la place. Donc le client il est totalement rassuré parce qu'on l'accompagne dans le montage du dossier, le plan de financement, les rendez-vous avec les banques. Voilà, moi je fais même des préparations un peu comme au théâtre avant les rendez-vous avec les banques pour que le client soit à l'aise, que ça se passe de la meilleure façon possible. Je connais de façon pertinente les questions qui vont lui être posées. Donc voilà, c'est vraiment mettre tout ça en musique pour que le client, pour lui, ça soit fluide, simple et sans à-coups. Et combien ça coûte, cette prestation de courtage? Alors, nos honoraires vont de 1% jusqu'à 3%. Bien évidemment, sur les dossiers les plus importants en termes de montant, on est sous la barre des 2%, mais la moyenne, en général, on est plutôt entre 2,5% et 3%. Mais ça permet finalement d'obtenir un emprunt souvent dans de meilleures conditions. Absolument. Moi, j'ai toujours coutume de dire aux clients comme on travaille sur des volumes très très importants avec toutes les banques de la place, on a négocié quelque part en amont des conditions préférentielles, tant en termes de taux que de flux, que des conditions de fonctionnement que le client n'aura jamais en direct. C'est là notre vraie valeur ajoutée. D'accord.
Philippe, toi qui es aux avant-postes du financement, est-ce que tu peux nous dire comment se porte le financement des projets de coffee shop ou de torréfaction depuis la crise du Covid? Est-ce qu'on finance encore des projets? Est-ce que les banques financent encore des projets? Oui. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire a eu des conséquences assez particulières. Et 2020-2021 ont été des années assez difficiles. Mais depuis 2022 et encore plus 2023, moi, j'ai jamais autant financé. Donc, je voudrais dire clairement haut et fort que nos amis banquiers sont là, nous accompagnent. Voilà, quand les dossiers sont sérieux et solides, toutes les banques accompagnent les repreneurs, les créateurs, que ce soit pour des nouveaux projets ou pour des projets différents, pour des gens qui ont déjà des affaires. Donc non, les banques sont accompagnants. Moi, j'ai fait une année 2022 et 2023 qui est vraiment de très très haut vol. Je rebondis sur quand le dossier est sérieux et solide. En langage de banquier, ça veut dire quoi un projet sérieux, solide? Est-ce qu'il y a des critères objectifs qui font un dossier sérieux et solide? Alors oui, il y a bien évidemment des critères. Je vais en citer deux qui pour moi sont les plus importants, hein. C'est les deux critères sur lesquels j'échange énormément avec les clients quand je les reçois pour la première fois. Le premier critère, c'est le critère de l'expérience. Donc c'est vrai qu'on essaie de voir si le repreneur ou le créateur a déjà une première expérience dans le métier qu'il a déjà fait ou qu'il va faire. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les banques sont sensibles, hein. Donc elles demandent non seulement un CV, mais aussi des justificatifs pour montrer que le repreneur a déjà un premier pied, pardonnez-moi, dans ce qu'il veut faire, ou qu'il a déjà une première expérience, un premier vernis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est le point de l'apport. Aujourd'hui, les banquiers, depuis la crise sanitaire, sont revenus à des normes qui sont celles qu'on avait dans les années 80-90. C'est la norme, c'est 20% d'apport, plus tous les frais immatériels, c'est-à-dire tout ce qui est frais d'avocat, dépôt de garantie et autres. Au final, on est sur des normes entre 30 et 35% d'apport pour tous les projets. Ça, c'est vraiment un point important aussi au niveau des banques. 30-35% d'apport par rapport au plan de financement du projet. Alors là, je vais m'adresser de nouveau à Marie-Hélène. En moyenne, donc les besoins, c'est le montant dont on a besoin pour commencer à travailler. Ça s'élève à combien pour un coffee shop en moyenne? Encore une fois, ça veut tout dire et rien dire, une moyenne. Pour un coffee shop et pour un atelier de torréfaction artisanale, ce serait quoi? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rebondir un instant sur ce que dit Philippe sur les apports. Ce qu'il faut comprendre quand on fait un plan de financement, alors concrètement, c'est quoi un plan de financement? C'est ce que vous allez devoir payer, tout ce que vous allez devoir dépenser jusqu'au jour de l'ouverture. Voilà, c'est de vous dire, tiens, jusqu'au jour de l'ouverture, ça va me coûter tant avant de commencer à avoir du chiffre d'affaires. Donc, jusqu'à ce jour-là, toute la liste des dépenses que vous allez faire, ça va vous coûter une somme, où on va imaginer une somme qui va être dépensée. Et le plan de financement, c'est de dire, cette somme-là, cette addition de lignes que je vais devoir dépenser, comment je vais le financer? Donc, vous voyez bien, vous allez avoir le local, vous allez avoir les machines. Et puis, il y a plein de frais, ce qu'on appelle des frais immatériels. Le courtier, le dépôt de garantie, la trésorerie, la rémunération de l'agent immobilier qui va vous présenter le local, l'architecte, la caution bancaire. Tout ça, ce sont des frais que l'on qualifie d'immatériels. Et ces frais-là ne sont pas financés par l'emprunt bancaire. Voilà. Et donc, je vous donne la parole dans une seconde, et donc le fait qu'ils ne soient pas financés dans l'emprunt bancaire fait que vous n'allez pas, si vous n'avez pas déjà cette somme d'argent pour payer ces frais-là, vous n'allez pas pouvoir emprunter puisque l'emprunt ne va pas pouvoir couvrir ces frais-là.
Oui, les travaux. J'entends. La question, c'est est-ce que les travaux rentrent dans le plan de financement? Absolument. Les travaux rentrent dans le plan de financement, mais les travaux sont finançables par le banquier. Ce n'est pas de l'immatériel. C'est là. Alors, pour le coup, on est dans du matériel. Le matériel, il faut le prendre dans le sens du tangible, ce qui se touche. Donc, de la peinture, du revêtement, ça, c'est finançable. Des agencements, des installations. Alors, parfois, on peut financer les frais d'architecte. Hein, Philippe, je crois que tu m'as dit ça. Voilà. Certaines banques financent les frais d'architecte, oui. Absolument. Et sur les travaux, c'est le même cas dont je parlais tout à l'heure, avec un apport de 20%. Les banques financent 80% du montant des travaux. Voilà. Donc, les chiffres que vous donne Philippe, c'est vraiment des chiffres qu'il va falloir calculer en fonction d'une masse qui correspond à du potentiel finançable, parce que tous les frais cachés, ils ne vont pas pouvoir, eux, être financés. C'était quoi ta question, du coup ? Je voulais juste rajouter une petite chose pour étayer ce que dit de façon pertinente Marie-Hélène. Moi, la première chose que je fais quand je reçois un client dans mon cabinet chez Crédit Pro, je passe 1 heure, 1 heure et demie à faire ce qu'on appelle le plan de financement. Et j'explique au client que le plan de financement, c'est la matrice du dossier. Si on est d'accord sur le plan de financement, les banques vont se baser sur le plan de financement et le dossier ira tout seul. Et on détaille, ligne par ligne, tous les éléments que vient de vous citer Marie-Hélène, du prix de vente, avec tous les items, les détails, les dépôts de garantie, la trésorerie de départ, les travaux, le matériel. Et pour voir exactement, pour en arriver à l'apport du client, et on voit si on est dans les ratios que veulent voir les banques ou pas. Et le plan de financement, c'est vraiment la matrice. Alors l'avantage, c'est que si vous travaillez avec nous, vous arrivez avec votre plan de financement chez Philippe qui va vous faire un prix. Hein, Philippe? C'est pour ça que je disais qu'on arrivait au bout. Moi, j'arrive au bout de la ligne. Donc, j'ai quelque part une obligation de résultat. Je reviens à ma question, oui, sur le plan de financement. En moyenne, quand on fait cette grande addition… Tout à fait. On arrive à combien? On arrive à combien? Alors là, je ne veux pas à la fois vous démoraliser ou au contraire vous donner de l'espoir. Donc on est encore une fois sur des moyennes, des grandes moyennes. Et mon propos est vraiment à prendre avec beaucoup de précaution par rapport à votre implantation géographique. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même configuration. Si vous cherchez un local dans le Paris Oberkampf 11e ou 12e, que déjà si vous êtes dans Paris 16e, dans Boulogne, dans Argenteuil, Marly-le-Roi, et Lyon, Bordeaux, Nantes, ou un petit village en plein milieu de la campagne. Donc vous voyez, il y a plein de nuances à apporter tout ça. Maintenant, nous, les plans de financement qu'on monte en coffee shop en dessous de 160 000 €, on a du mal. C'est-à-dire que moi, j'ai beau essayer de diminuer tout comme je peux, voilà, j'ai du mal à tout faire rentrer. Alors, encore une fois, hein, nous, on chiffre des plans de financement vraiment très exhaustifs. Pour moi, il y a 2 personnes que vous devez avoir à payer dans un projet. Pour moi, c'est l'avocat qui est obligatoire pour vous accompagner, que ce soit en reprise, en création de bail, en nouveau bail, en droit au bail, en rachat de fonds de commerce, enfin, quelle que soit la prise de possession du local, il va falloir vous faire accompagner par un avocat, parce que ça, c'est essentiel. Et si vous avez des travaux, je dirais, autres que cosmétiques, qu'est-ce que j'appelle des travaux cosmétiques? Je change la couleur des murs, je change un peu la déco, je mets mon nom, j'appelle ça du cosmétique. Par contre, si vous reprenez un local, une pizzeria qui se cassait la figure, une saladerie qui tombe en ruine, une pâtisserie qui ne fonctionne plus, et vous cassez tout, vous refaites tout. À ce moment-là, vous allez avoir un travail à faire et un investissement à faire qui va être bien plus important que si vous reprenez un existant, et donc vous allez devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment mécanique. Sur la partie torréfaction. Donc torréfaction, là, on est sur des locaux, là encore,
C'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas des locaux avant de faire un accompagnement avec nous. Par exemple, en torréfaction, tous les locaux ne sont pas capables d'accueillir une torréfaction. Les coffee shops aussi, mais c'est plus facile. Parce que les problèmes d'extraction, vous allez en avoir, mais qui vont être bien moindres. En torréfaction, l'extraction est vraiment intrinsèque au métier de torréfacteur. Donc, si vous choisissez un local et que vous n'avez pas anticipé ce problème d'extraction, vous risquez de vous faire une fausse joie, voire pire, de signer un local sur lequel vous ne pourrez jamais faire votre métier. Donc ça, il ne faut pas en arriver là. Je me permets de préciser le terme d'extraction. On ne parle pas ici d'extraction de café, mais bien d'une cheminée d'extraction d'air qui permet de ventiler et de désenfumer le local. Et tous les locaux n'ont pas à l'origine une extraction, une cheminée d'extraction. Et c'est très, très, très difficile à installer a posteriori. S'il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas d'extraction. Non, en général, les propriétaires vont parfois vous dire « Ne vous inquiétez pas, moi je vous donne l'autorisation d'installer une extraction ». Ce n'est pas vrai, le propriétaire n'a absolument aucun droit, à moins qu'il soit propriétaire de tout le bâtiment, de vous donner l'autorisation d'installer une extraction, c'est la copropriété. La copropriété, elle doit faire une assemblée générale et vous n'aurez jamais, jamais l'autorisation d'installer une extraction parce que vous aurez toujours une majorité qui sera contre. Donc ne vous laissez pas là aussi berner, c'est des petites astuces qu'il faut connaître à l'avance. Donc sur un plan de financement, parce que j'y arrive du coup à mon plan de financement en torréfaction, on est à moins que ça. Combien? Disons qu'on est plutôt 100 000, entre 90, 100, 110 000, 120 000, vous voyez, on va être, tout dépend encore si vous voulez, si vous avez beaucoup de travaux, si votre torréfaction va avoir un espace de dégustation, si dans votre espace de dégustation, vous allez installer des tables, des chaises, une machine, un moulin, etc. Enfin voilà, donc ça, je pense qu'Anne va vous faire partager elle, son expérience et son chiffrage. Mais encore une fois, il faut aller dans le détail pour vous donner vraiment des chiffres précis. Mais voilà, on a donné je crois que des grandes masses. Tu as parlé de deux types de création, donc une première création qui serait reprendre finalement un fond et l'adapter, et la création pure. Philippe, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a une vraie différence de chance de financement entre reprendre un fonds de commerce, une reprise et une création depuis un local vide? Est-ce que ça fait une différence à la banque? Alors, de façon globale, je ne peux pas dire que ça fasse une différence. De toute façon, les banquiers vont toujours avoir la même façon de procéder à leur analyse. Elles vont regarder un petit peu le cursus et le CV du repreneur, étayé avec des bulletins de salaire pour vérifier vraiment que le CV corresponde à ce qui est indiqué. À partir de là, si vraiment le repreneur a un vrai vernis, comme disent certains banquiers, que ce soit une création ou une reprise, le banquier, si le projet est sérieux, le banquier ira. Voilà, il n'y a pas vraiment, on peut pas dire. Alors on pourrait effectivement penser que c'est une création, ça va être beaucoup plus difficile. Oui, en théorie. Mais moi, j'ai fait beaucoup de créations et je fais énormément de créations. Et souvent, j'ai des gens qui viennent, qui ont déjà une première expérience validée. Et moi, j'en ai fait quelques-uns cette année. Et les dossiers passent. Hein. Quand vraiment ils arrivent à voir que l'expérience est vraie et n'est pas que sur papier. Donc là, les banquiers accompagnent. On ne va donc pas avoir de différence, même de ratio, entre une reprise de fonds et un démarrage depuis un local vide? Non, les critères dont je parlais tout à l'heure sont les mêmes. Que ce soit une reprise ou une création, il faut vraiment les avoir en tête parce que dans le plan de financement moi que je fais, dont je parlais tout à l'heure, c'est la première chose que je vérifie avec le repreneur ou les repreneurs ou les créateurs en leur disant là, il y a un petit problème sur votre rapport, est-ce que vous pouvez apporter un peu plus d'apport, est-ce que vous avez une soupape obscurité? Et c'est là qu'on module pour arriver vraiment. Quand on présente le dossier, qu'on a validé la matrice, c'est que les ratios au niveau bancaire sont vraiment dans ce que veulent voir les banques. Et dans les cas où on a un créateur ou une créatrice qui fait ce travail avec toi et qui se rend compte qu'il lui manque 10 000 € de fonds propres, par exemple, quelle est la... Qu'est-ce qu'on fait? Marie-Hélène en a parlé tout à l'heure, et moi je le conseille systématiquement, c'est le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur,
Je vois énormément de repreneurs ou de créateurs qui viennent me voir dans mes bureaux et qui réussissent à obtenir un prêt d'honneur. C'est jusqu'à combien le prêt d'honneur? Alors ça dépend, ça peut aller de 20 000 jusqu'à 50 000 euros, je crois, pour certains. Alors, sur Paris, c'est beaucoup plus dur en ce moment. Je répète simplement ce que disait la déléguée générale d'Initiative France. On est sur Paris sur des montants autour de 8 à 12 000. Mais encore une fois, il y a deux réseaux. Il y a Initiative France et Réseau Entreprendre. Et surtout, si vous êtes en province, n'hésitez pas à aller voir les conseils régionaux qui sont aussi par région, qui peuvent vous aider, en plus du prêt d'honneur, à avoir des financements au niveau régional, donc du coup local. Une toute petite précision, le prêt d'honneur, c'est un prêt personnel. Ce n'est pas un prêt qui est fait à une personne morale. Donc il faut aussi que le repreneur ou les repreneurs ou les créateurs ne soient pas trop endettés. Oui. Et c'est donc la personne elle-même qui s'engage à rembourser ce prêt d'honneur. Donc même si vous avez un statut à responsabilité limitée, si votre société est à responsabilité limitée, ce qui est le cas d'une SARL, une SAS, une URL, vous restez redevable du remboursement du prêt à titre personnel si vous prenez un prêt d'honneur, bien sûr. Anne, toi, tu es l'heureuse créatrice de la torréfacture, donc un atelier artisanal à Marly-le-Roi. Donc tout ce parcours de création, tu l'as suivi. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire ce qui t'a donné l'envie de créer un atelier de torréfaction artisanale? C'est très simple. En fait, moi, je fais partie de la catégorie des malchanceux ou chanceux qui ont été licenciés économiquement suite au Covid. Je suis partie avec une jolie enveloppe qui m'a donné un petit coup de pouce financier. Désolée Philippe. J'aime cuisiner, j'aime le café. Je voulais surtout, dans cette reconversion, donner du sens au temps et au contact humain et boire du bon café. Et un bon coup de shaker, je me suis dit, mais la torréfaction, c'est ça. Et j'ai laissé cheminer l'idée. J'ai été poussée parce que dans cette aventure, j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont bien orientée, qui m'ont mis en relation avec les bonnes personnes. J'ai rencontré Marie-Hélène qui m'a formée, qui m'a expliqué dans cette formation les règles du jeu. Et aujourd'hui, je dois dire que si tu n'avais pas été là, j'en serais peut-être pas là non plus. J'ai eu du soutien de mes proches. J'ai eu la chance aussi de ne pas passer par la case banquier parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et fort de ce licenciement, je me suis dit finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin? Mais comme tu disais tout à l'heure, même si j'avais les fonds, j'ai quand même pas pu m'empêcher de passer par un associé actionnaire, plutôt, qui me donne 2 ans pour être autonome et basculer en SARL parce qu'aujourd'hui, je suis en SAS, tout simplement. Donc, si je comprends bien, tu as choisi d'être financé plutôt par un investisseur qui est un proche, exactement, plutôt que par la voie classique de la banque. Tout à fait. D'accord, très bien. Excuse-moi Anne, mais tu peux peut-être préciser que ton local, c'est chez toi. Oui, alors en fait, fort du cheminement chronologique de ce qui me semblait naturel, j'ai cherché ce local commercial que j'ai jamais trouvé. Celui qu'on me proposait est toujours à l'état de construction. Donc comme j'ai ouvert au mois de juin, finalement, j'avais un timing. Idem, on parlait de la machine, le torréfacteur. Il y a eu du timing avec des déconvenus. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'étant propriétaire de mon habitation, j'ai choisi de déplacer ma cuisine dans la salle à manger et j'ai mis mon torréfacteur et ma boutique à cet endroit-là. C'est une grande rue historique qui est pleine de restaurants à Marly-le-Roi. Si un jour vous venez vous promener, je fais du café pour les amis qui passent, même si je ne fais que de la torréfaction. Et aujourd'hui, le gros avantage que j'ai et qui rentre dans le plan de financement, c'est que je n'ai pas de loyer à me payer parce que comme je suis propriétaire, c'est un vrai poste en moins dans le plan de financement à prévoir. Donc aujourd'hui, plutôt que de payer un local à 10 000 € le mois, ça me coûte juste les frais d'un bon café que je m'auto-offre, tout simplement. Donc Anne, tu l'as rappelé, donc tu as été formée par Mon Petit Business et donc par Marie-Hélène. Depuis la fin de ta formation jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grandes étapes dans ton parcours de créatrice? Alors, les grandes étapes, très simples. Donc, cette formation, 1 sur la création d'entreprise, 2 sur le métier de torréfacteur. À la Caféothèque de Paris, où pareil, j'ai été très bien accompagnée.
Et j'ai profité de ce licenciement, cette période d'inactivité, pour forcer un peu le destin et venir squatter la torréfaction, enfin le torréfacteur de la caféothèque, pour garder la main. Et puis pour voir un petit peu si finalement mon idée était bien bonne dans la torréfaction et non pas du coffee shop, puisque à la caféothèque, les deux activités sont présentes. J'ai lancé mon plan de travaux dans la maison, puisque faute de local, il a fallu s'orienter sur la partie qui était à disposition. J'ai commandé ma machine avec des délais de livraison qui ont été... alors, il y a eu deux choses avec le torréfacteur. On parlait des problèmes et peut-être à anticiper, c'est que lisez bien vos contrats. Sur mon contrat, qui était en anglais, il était précisé une petite ligne abominable que j'ai découvert à mes dépens. En fait, le torréfacteur a été livré sur le trottoir. À moi de le descendre dans la boutique. 2 marches, 450 kilos et juste moi toute seule. Et puis, effectivement, l'installateur revenait pour le mettre en route. Donc, j'ai eu une étape où j'ai trouvé un ange gardien qui m'a aidé, bon, avec quelques frais additionnels, mais il y a des solutions à tout. Et surtout, les délais. Alors, moi, je suis une grande gueule dans l'absolu, même si j'ai l'air sympa comme ça. J'ai dû mettre un coup de pression parce que de 3 mois et demi de commande, 3 mois et demi d'attente à partir de la commande, bah, finalement, on est arrivé plutôt à 5 mois. J'avais anticipé ce délai, mais au final, j'ai ouvert que 2 semaines en retard. Mais comme j'étais chez moi, nécessairement, les histoires de loyer ne comptaient pas. Juste gardez le temps, gardez l'argent, parce que les mauvaises surprises, lisez bien les contrats, c'est hyper important. Vu l'investissement que c'est, je trouve que c'est quand même un minimum de savoir à quelle sauce on va pouvoir torréfier. Ensuite, donc phase travaux, phase sourcing fournisseur, et puis peinture, le make-up. Et finalement, j'ai ouvert début juin. Donc j'ai fait 2 mois entiers, géniaux, mais vraiment géniaux. Et puis 1 mois à la plage et je reprends l'activité maintenant. Donc j'ai envie de dire, c'est cette seconde étape de ma première année qui compte aujourd'hui parce que j'ai commencé à me faire ma clientèle locale. Mon site internet est en cours de développement. Les réseaux sociaux, c'est super, mais en fait, c'est pas ça qui remplit le tiroir caisse. Donc c'est important d'être connu, mais c'est surtout important de faire de la bonne torréfaction, sortir du bon grain, du bon café quand vous aurez vos coffee shops. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Et puis après, aujourd'hui, dans le plan de financement, des quelques économies que j'ai pu faire, ne serait-ce que par mon local commercial, donc j'avais un plan de financement estimé à 110 000 €. Je m'en sors aujourd'hui à 90 000 €, sachant que j'ai 15 000 € de trésorerie possible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je me suis fait plaisir à commander plein de cafés, une super machine pour la boutique. Enfin, aujourd'hui, disons que chaque sou est important. Vérifiez bien quelles sont vos priorités. J'ai pas la prétention d'avoir un schéma parfait, mais en tout cas, c'est ce qui me semblait de bon sens. Et quand il a fallu se poser des questions ou trouver des bons plans pour avoir des aides, des subventions, en fait, mon actionnaire m'a dit vas-y, je te suis. Donc, c'est réconfortant de savoir qu'on peut prendre des décisions. Avoir effectivement un financement externe, c'est super. J'aurais aimé te rencontrer dans d'autres conditions, Philippe, mais j'ai eu la chance et je continue. Je la mesure, en tout cas, ça me permet de faire très attention à chaque dépense, mais sans pour autant être au régime. Et ça, c'est chouette. Donc, entre la décision de créer et le jour de l'ouverture, il s'est passé combien de mois? Alors, il s'est passé un petit peu plus d'1 an, puisque la décision de créer, j'ai dû la prendre en janvier 2022. J'ai fait ma formation au printemps 2022 et j'ai ouvert juin 2023. Donc c'est ça, entre 12 et 18 mois. Et Marie-Hélène, je pense que tu me confirmes que c'est le délai moyen qu'on voit en général pour une ouverture de concept. Oui, alors là encore, les ouvertures, quand vous avez complètement la main mise sur local, mais là en l'occurrence c'était le cas d'Anne, et malgré ça, vous voyez, elle a quand même mis ce temps-là. Donc honnêtement, ouvrir en moins de 10 mois, alors encore une fois, on peut trouver toujours une exception qui va vous dire « mais si, moi je l'ai fait, bon bah très bien ». Non, effectivement, il faut compter 1 an. Je pense que vraiment quand vous serez partant, c'est-à-dire que là quand vous êtes encore en phase de réflexion, on ne compte pas ce temps-là. Mais à partir du moment où vous allez vous dire « bon bah là ça y est, je me forme et j'y vais à fond », dites-vous que dans 1 an, vous aurez ouvert. Dans l'ordre des choses, je me permets juste... En fait, quand vous voulez faire les choses, vous pouvez les faire tout de suite. Mais quand vous êtes dépendant des autres, la roue, elle ne tourne pas aussi vite. Et il faut attendre, malheureusement.
Anne, pour terminer, est-ce que tu veux bien nous raconter à quoi ça ressemble une journée à la torréfacture? Comment t'occupes tes journées? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors concrètement, le matin, je descends en pyjama dans la torréfacture choisir mon café du jour. Non, j'ouvre à 10 heures. De temps en temps, le week-end, je fais des extractions de café pour aider à découvrir les profils aromatiques. Donc souvent, je mets 2 cafés en battle parce que tout le monde a besoin de comprendre son profil, enfin son palais. Et puis, il y a un accompagnement, une initiation à la découverte. Les clients arrivent généralement, souvent les dingues de café viennent le matin. L'après-midi, ce sont des promeneurs. Je précise que je fais du non-stop 10h, 19h. C'est des très longues journées. En semaine, c'est extrêmement pénible parce que y a rien à faire. Donc, soit je torréfie, je tamponne mes sachets. C'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs en formation. Il y a des temps morts à occuper. Je garnis mes sachets, je colle, je tamponne. Je refais ma déco. Là, je suis en train en ce moment de travailler sur mes coffrets de Noël parce que ça arrive très vite. Et puis finalement, entre 17 et 19h, rebelote, tout le monde vient de chercher son café du lendemain. Donc clairement, il y a des phases très actives, il y a des phases très longues. Il n'y a pas de schéma idéal parce que j'ai encore pas pu analyser sur les 2 mois d'ouverture les tendances en fréquentation. Ce que je sais, c'est que clairement, mon chiffre d'affaires, je le fais samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche. Et la semaine, ça me permet de faire la compta, l'administratif, les commandes fournisseurs, le sourcing, la torréfaction, le ménage, des petites choses comme ça. On optimise le temps. Rappelle-moi, quel était ton précédent métier? J'étais dans l'événementiel, je montais des salons comme celui-ci. D'accord. Et si c'était à refaire? Je referais exactement pareil, la torréfaction. Bon, c'est super. Très contente. J'espère que je vous souhaite en tout cas une vraie bonne chance parce que c'est une aventure merveilleuse. Soyez bien accompagnés, faites-vous confiance, sachez où vous mettez les pieds. Il faut y croire. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Avec Anne, plaisir. donc je le rappelle, Anne, la torréfacture à Marly-le-Roi. Pour le crédit professionnel, le courtier, c'est Philippe Foutel chez Crédit Pro. Et Marie-Hélène, vous la trouverez chez Mon Petit Business, organisme de formation à l'entrepreneuriat. On expose au stand des 5, oui, tout à fait. Maintenant, on a 5-10 minutes pour prendre des questions dans la salle s'il y en a. Y en a-t-il? Alors, je te laisse répondre. T'es noté Quirky. Alors, Quirky Consulting, moi je suis organisme de formation, mais je travaille exclusivement pour Mon Petit Business. Donc j'ai une partie consulting qui est à part, mais où je développe simplement plutôt sur des projets qui sont déjà créés, où je vais accompagner des porteurs des gens qui ont déjà ouvert. Mais sur la partie création d'entreprise, c'est avec Mon Petit Business que je travaille exclusivement. Voilà. Et c'est des accompagnements à la fois en collectif et en individuel. Qui ont la particularité d'accompagner sur la démarche entrepreneuriale, mais aussi sur la partie métier, torréfaction, barista, analyse sensorielle. Oui, alors en fait, on a des partenariats avec des écoles de café que vous avez peut-être dû croiser ici. Donc, on a un partenariat avec la Caféothèque, avec Maxi Coffee, avec l'Arbre à Café, avec Esperanza. Donc, tout ça, c'est des torréfacteurs qui font, ou des coffee shops qui ont une école de formation, qui forment au métier de barista, SCA ou pas SCA. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez poser des questions sur la différence entre les formations SCA ou pas, je suis contente de répondre à ça. Et puis, donc ça, c'est pour la partie métier. Et toutes ces écoles, je dirais, ont toutes leurs spécificités, leur parcours et vont aborder les choses d'une façon différente. Donc nous, c'est la partie métier qui n'est pas la nôtre, sur laquelle on travaille en collaboration avec ces écoles. Mais nous, on gère la partie entrepreneuriat, ce qui permet à ces formations, sous réserve d'éligibilité, mais d'être éligible au CPF. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et si vous êtes en plus à Pôle emploi, il ne faut pas hésiter à essayer de mobiliser votre Pôle emploi qui peut aussi vous financer des formations.
Et d'ailleurs, si je peux rajouter, Philippe, je pense que tu seras d'accord, sur l'expérience professionnelle. Tu disais c'est important d'avoir une expérience professionnelle. Donc nous, quand vous faites des formations, on vous invite vraiment à aller pratiquer, que ce soit en torréfaction ou en barista, chez des torréfacteurs, dans des coffee shops, pour pouvoir justement acquérir cette expérience professionnelle. Et nous, on travaille avec un réseau où on peut vous mettre en contact pour au moins faire une mise en situation sur 15 jours, sur un mois, pour après pouvoir dire bah, j'ai pratiqué. Et vous gagnerez en crédibilité, non seulement par votre expérience professionnelle, mais aussi par le fait de prouver et de montrer que vous êtes formé, aussi bien sur le parcours entrepreneuriat que sur la formation métier. On n'a pas parlé de la formation en cuisine. Pour ceux qui veulent faire des coffee shops avec une dimension cuisine importante, vous verrez que vous ne pouvez pas échapper également à avoir une acquisition des compétences de la cuisine. Même si vous ne vous destinez pas vous-même à être pâtissier ou cuisinier et à être en labo ou en cuisine dans votre coffee shop, personnellement, je pense, et c'était mon cas, j'avais un cuisinier, une pâtissière en cuisine, mais moi-même, j'étais totalement capable de les remplacer. Et ça, c'est vraiment un plus quand vous êtes dans des petits endroits, c'est de vous dire, bah, si j'ai un problème avec mon cuisinier, si j'ai un problème avec ma pâtissière, si demain elle est malade, elle s'en va, elle claque la porte ou il lui arrive quelque chose, ben moi, je suis capable de la remplacer au pied levé. Vous verrez que le recrutement, ça a fait l'objet d'une table ronde au Paris Coffee Show, mais le recrutement dans le secteur du CHR et dans le secteur des coffee shops et de la torréfaction, c'est un problème. Trouver les bonnes personnes, les bons profils et les garder. Donc surtout, vous, il faut avoir 50 casquettes. Hein, et la principale, c'est celle du métier et celle d'entrepreneur. Puis après, vous serez aussi plombier, électricien, nettoyeur, agent de ménage, enfin tout ça, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Oui. Bonjour, une question pour Anne. Est-ce que tu as commencé à démarcher une clientèle professionnelle, des restaurants, coffee shop? Et si oui, quel est ton premier retour d'expérience? Alors, je n'ai pas démarché de clientèle professionnelle parce que dans mon idée de torréfaction, je voulais m'adresser uniquement en B2C. Mais, fort de cette super clientèle que j'ai en B2C, j'ai des voisins qui travaillent dans des PME, 50 à 100 salariés, avec le télétravail et un petit peu moins de présence, mais qui sont en train de me vendre à leur service achat pour que je fournisse les machines à café des entreprises. Donc, je n'avais pas pensé à cette alternative, mais je trouve ça génial pour arrondir les temps creux. Je suis également en contact, alors non pas avec les restaurants qui sont à proximité de chez moi, mais avec un grand chef étoilé japonais qui est en haut de la rue et qui voudrait travailler en cuisine mon café. Donc là, on est encore on a déjà approché l'idée et je serais très fière en tout cas que la torréfacture soit au menu du chef. Voilà, tout simplement. Et tu aurais de quoi être fière. Bravo. Attends, j'ai encore toutes mes preuves à faire. Eh bien, à moins qu'il y ait vraiment une toute dernière question courte, puisqu'on laisse la place au concours. Merci. Je voulais savoir en fait comment tu te rémunères du coup actuellement. Alors, comme j'ai été licenciée économique, dans mon plan de financement, j'ai encore cette carte chance Pôle emploi pendant 2 ans. C'est pour ça que de 110 000, je suis passée à 90 000. En fait, il y a des petites économies, il y a eu des gens qui m'ont entourée, il y a eu des coïncidences de la vie. Donc en fait, j'ai 2 ans pour faire mes preuves, clairement, être autonome, tant racheter les parts de mon actionnaire que finalement me sortir, non pas un loyer, mais un salaire. Donc aujourd'hui, je suis jeune, mais justement, le temps est précieux et à moi de l'optimiser pour devenir grande rapidement, enfin grande. C'est une torréfaction dans un village de banlieue parisienne, 16 000, 17 000 habitants. Je n'ai pas la prétention de me concurrencer à des grands qui sont dans le coin. Je veux juste mettre ma petite patte dans le monde du café, me faire plaisir et puis juste être autonome, tout simplement.
Merci à tous à toutes et à tous pour votre présence. Bonne fin de salon et à très bientôt sur les routes du café. Au revoir.